salut, c'est Fred de Indécent Powa avec Freud de Geek Podcast. Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Voilà. On se mélange, mais enfin... en tout bien tout honneur. Exactement. Oui. Voilà, il paraît. donc on reçoit ce vendredi après-midi au Fige à Cannes. Donc sur le grill, donc Tony de Black Book Edition. Salut, alors les gars. si vous voulez rentrer dans les cœurs de la machine, de savoir ce qui s'est passé, ce que vous voyez là et qui va être diffusé sur nos deux chaînes respectives, c'est une deuxième prise. Parce que la première, comme je suis un champion du monde, j'ai oublié d'allumer le micro. Non mais c'est une Mehdi. Voilà, C'est la faute à Mehdi. c'était pour en rendre hommage à nos saints esprits. Voilà, c'est ça. Donc bah écoute, là cette fois-ci on va pouvoir prendre le live comme il faut. Et donc comme je te disais, donc Tony de Black Book. C'est moi. Voilà, c'est lui, il est là, il est beau, fringant. Dis donc. Donc on commence, alors, comme je disais, la question, enfin en tout cas celle qui nous préoccupe le plus pour Black Book, et puis j'allais dire quelque part pour tous les acteurs du jeu de rôle français en fait, et même mondial, c'est les suites de l'affaire de l'OGL avec Wizards qui a voulu tout verrouiller. Du coup qui a tout ouvert, mais où je pense que tout le monde y va avec marchant sur des œufs. Donc voilà, première question, comment vous avez vécu tout ça? Comment on a vécu ça? Déjà, on est fin février, je pense qu'on a eu l'impression en 2 mois de vivre peut-être l'équivalent de ce que tu vis en 2 ans, tu vois. Donc 2023 a commencé sur les chapeaux de roue. Honnêtement, on l'a pas senti venir, ce qui s'est passé. On a pris ça en pleine gueule début janvier. Nous, ce qu'on avait anticipé et ressenti, c'était que probablement à l'occasion d'une nouvelle édition de Donge, la future version One D&D, la 6e édition, pouvait potentiellement sortir de l'OGL, si tu veux. Mais à la limite, que tu décides de changer les règles à l'occasion d'un changement d'édition, c'est une décision que tu fais. C'est ce qu'avait fait Wizards à l'occasion du passage à la 4e édition de D&D avec le succès qu'on connaît, ou pas. Et par contre, la question de la désautorisation de l'OGL 1.0A, qui était au cœur de ça, c'est un truc. On est un peu passé par les étapes du deuil, si tu veux. La première étape, ça a été le déni. C'était non, ils ne peuvent pas le faire, ils ne vont pas faire ça, ils ne peuvent pas. Il y a 23 ans d'antériorité de tout ça, enfin tout un écosystème qui s'est bâti là-dessus. Pathfinder est né comme ça parce que justement Donge 4, même à l'époque de Donge 4, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc ça a été d'abord ça. Ouais, ils avaient essayé. Non, ils n'avaient pas essayé de la désautoriser. Ça n'avait même pas été évoqué à ce moment-là. Le fait de changer les conditions de licence, oui, pour une nouvelle édition, mais pas de désautoriser. Les premières opinions qu'on a eues, c'était commencer par celle de Ryan Dempsey, qui était l'architecte de l'OGL, c'était non, ce n'est pas possible. On l'a conçu pour que ce soit pas possible. Sauf que on avait beau avoir les convictions qui étaient les nôtres, honnêtement, notre vraie boussole, c'était le comportement qu'allaient adopter les éditeurs américains. Et quelles que soient nos valeurs, nos convictions et notre positionnement à nous, et Dieu sait que l'OGL est importante sur nos gammes, en tout cas sur plusieurs de nos gammes historiques. Oui. Si des mastodontes et des poids lourds comme Paizo ou comme Kobold envisageaient de changer un peu leur fusil d'épaule par rapport à ça, honnêtement, on n'allait pas faire cavalier seul et on n'allait pas se lancer là-dedans. Donc on est passé par plusieurs phases. Je ne vous cacherai pas que fin janvier, c'était un peu la réunion. Ok, donc crise, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gamme? Et la décision qu'on a prise très clairement, on a dit ça, on l'assumera quoi qu'il arrive, c'est que tout ce qui a été précommandé par nos clients lors de préco classiques ou de préco participative, même si c'est du 5E et que demain c'est plus possible de le faire, à partir du moment où ça a été précommandé, ce sera livré, on le fera, on se démerde. Je sais qu'aux États-Unis ils avaient ce placement-là aussi, de livrer aussi ce qui était précommandé. C'était un peu, en réalité c'était un peu plus subtil que ça, parce que comment tu définis ce qui a déjà été publié, ce qui est déjà prêt, donc en fait. Par précaution, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu révisé nos priorités de livraison à ce moment-là au cours du mois de janvier, et on a mis le paquet sur la finalisation du projet qui était quasiment terminé. Je pense à l'Ascension des Drôs par exemple et à Ragnarok, qui au départ sont des projets qu'on devait livrer l'automne prochain, et sur lesquels il nous restait encore un peu de travail de maquette, un peu de travail de relecture, etc. Et donc en fait on a placé nos ressources là-dessus à ce moment-là entièrement, en se disant on va sortir ça le plus vite possible pour que, en cas de problème, au moins les gens puissent être livrés. Et puis l'autre question qui se posait, c'était celle de Roll and Play. On a toute une gamme 5E qui vient d'arriver.
Juste à la sortie, quoi. Ouais, en plus, ouais. Et donc comment on fait pour continuer à faire vivre cette gamme, pas seulement, alors déjà livrer les gens de ce qu'on leur a promis, mais continuer à la faire vivre. Et voilà, c'est vrai que ce soit sur la 5E ou sur Chroniques oubliées, qui est quand même également dépendant historiquement de l'OGL, oui. C'est une grosse partie de nos gammes qui était concernée par ça. Cela étant, l'évolution, ça a été, donc notre position, ça a été ça, ça a été de dire de toute façon la priorité c'est livrer les gens de ce qu'on leur a promis, quoi qu'il arrive. Et puis on a échafaudé plusieurs théories, plusieurs scénarios qui n'étaient pas forcément réjouissants, mais toujours est-il qu'au final, il s'est passé ce qui s'est passé. On a aussi accompagné ça, c'est-à-dire qu'on a pas mal poussé et fait en sorte de diffuser le message et de s'assurer que tout ça soit relayé. Ce qui a vraiment été un game changer, c'est quand la presse mainstream anglo-saxonne a commencé à relayer ça. Et à partir du moment où il y a eu un article dans le Guardian, un article dans le Financial Times, ça a été très différent. On change de braquet, quoi. On n'est plus sur la gamme, sur la presse spécialisée, tu vois, Gizmodo, les sites un peu gaming et tout ça. Même si Linda Kodega a fait un travail d'investigation journalistique de dingue là-dessus, c'est vraiment cette personne-là qui a sorti ça. À partir du moment où c'est sorti dans la presse anglo-saxonne économique mainstream, d'ailleurs, moi j'étais en contact avec un grand quotidien français à ce moment-là qui voulait qu'on parle d'autre chose. Et du coup j'ai placé ça finalement. La baudruche s'est dégonflée avant, mais on a essayé de faire un peu ce qu'on pouvait aussi de notre côté pour voir si ça pouvait un peu démarrer. Mais bon, la presse française n'est pas la presse anglo-saxonne dans le jeu de rôle, c'est quand même pas grand-chose encore en France. Toujours est-il que voilà, à partir du moment où il y a eu cette couverture mainstream là, à partir du moment où, a priori, c'est ça qui a été un changement, où les gens ont commencé à se désabonner en masse de D&D Beyond. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Il y a eu une réflexion visiblement de la part de l'ayant droit. Et à partir du moment où il y a eu cette évolution-là, on ne s'attendait pas honnêtement à ce que la désautorisation soit abandonnée et à ce qu'on revienne en fait finalement à une situation presque 23 définitive. Ouais. Mais finalement, la situation, à l'heure où on se parle, elle est, en termes de licence, elle est encore plus libre que l'OGL de départ. Il y a même des éléments qui n'étaient pas couverts par l'OGL, qui finalement sont couverts par la licence Creative Commons. Oui, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, alors ça c'est quelque chose de mes vieilles études de propriété intellectuelle, où on se rend compte qu'en fait, le système lui-même, on ne peut pas le foutre sous copyright, le copyright à l'anglo-saxonne. C'est juste pas possible. Alors j'ai envie de te dire, moi, il paraît, mais... moi, ça m'a poussé à beaucoup d'humilité cette histoire, hein, parce que le 3 janvier, on m'expliquait qu'on ne pouvait pas désautoriser l'OGL. Et puis le 5 janvier... c'est ce qu'on appelle un passage en force. Donc si tu veux, le fait, ok, tu peux pas copyrighter des règles de jeu, mais quelqu'un essaie de le faire véritablement à un moment donné. J'en sais rien, franchement, j'ai plus aucune certitude sur rien de ce point de vue-là. Moi, ce que je crois, c'est la puissance du fort et c'est du droit commercial US coutumier, c'est pas... Enfin, voilà, la question de droit d'auteur, de respect, etc., c'est autre chose. Toujours est-il que finalement, le SRD 5 est protégé de la manière la plus béton qu'il soit aujourd'hui. Tant mieux. Donc ça veut dire concrètement pour nous, pour répondre à ta question, que Roll and Play, c'est une gamme qui va finir de sortir, en tout cas dans c'est les premiers ouvrages qu'on doit livrer pour la gamme, qui va continuer de vivre. On a plein de produits 5E, on parlait de l'Ascension des Draws, on parlait de Ragnarok tout à l'heure, qui seront déjà des settings qui vont arriver, qui seront compatibles Roll and Play. On a Kingmaker. Voilà, alors à l'heure où cette vidéo est diffusée, je pense que la campagne Kingmaker est en cours, il reste 24 heures. Je confirme. Donc voilà, ça aussi ce sera compatible 5E et sur Roll and Play, c'est donc une gamme qui va vivre, sur laquelle on a plein de projets. Et le premier de ces projets, une fois qu'on aura livré tout ce qu'on a à livrer, ce sera de fournir aux joueurs et aux joueuses les moyens et les éléments nécessaires pour jouer jusqu'au niveau 20, puisque en l'état actuel, c'est jusqu'au niveau 8. On a un livre des joueurs avancés, un livre des règles avancées pour les joueurs qui est sur lequel on bosse et qui sera le prochain produit de Roll and Play qu'on va lancer. Alors j'en profite du coup pour faire un petit coucou et des gros bisous à Julien. Je pense qu'il a dû beaucoup transpirer aussi. Salut Julien. Pour pas dire plus. On a eu quelques discussions sur avec Julien. Je pense que là, ça a dû des gouttes comme ça. Vous n'avez pas dû beaucoup dormir à ce moment-là. En fait, c'était beaucoup d'incertitude. Au-delà de la tension et du stress que ça peut générer, c'est juste de l'incertitude qui est assez je me souviens aussi de la discussion à un moment donné sur les États-Unis, en tout cas, sur les boîtes qui dépassaient les 750 000 $, après au-delà duquel Blizzard se permettait de leur ponctionner un truc. Et c'est vrai que je me souviens des discussions en France, tout le monde disait
750 000, c'est que 3-4 gros. Ah non. Non, des gars comme Nord Games qui sont pas trop connus encore chez nous, ils dépassent les 750. En fait, la question est appliquée. Enfin, en réalité, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur le manque de précision de ces annonces-là, c'est 750 000 sur quoi? Sur une gamme, sur un KS uniquement, enfin sur une campagne de crowdfunding, sur une gamme entière, sur un seul produit. Comment tu définis ça? Surtout que les gens en fait disent oui, bah, non, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Et ça change totalement le paradigme. Cela étant, même là-dessus, c'est une des premières choses sur lesquelles ils sont revenus finalement. Ouais, bah, clairement. Et aux États-Unis, on a vu que la majorité des éditeurs se sont ligués, et on ne l'a pas forcément vu en France. Est-ce que tu verrais une raison de pourquoi est-ce que les éditeurs ne sont pas forcément... Il n'y a pas pas de structure, mais de ligue d'Avengers qui... Je suis pas certain que ce soit une question de volonté. C'est honnêtement, enfin, je vais être très sincère et très franc. Tout le monde était un peu le souffle coupé, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Et donc les premiers à avoir réagi finalement, c'est pas les Français, c'est pas les acteurs internationaux, c'était les Américains quand l'initiative de Paizo à laquelle c'est rattaché. Enfin, d'abord ça a été Kobold avec l'annonce de Black Flag, mais qui était en fait plutôt une sorte de move individuel plutôt que collectif. Ensuite ça a été la prise d'initiative de Paizo avec l'annonce de l'ORC, donc l'Open Role-Playing License. Sur laquelle ils travaillent actuellement, en creative license. Donc licence libre, une nouvelle licence libre sous laquelle on pourrait mettre n'importe quel système de jeu qui serait système agnostique en termes de système. D'où le fait que Chaosium se soit c'est ça. Et donc il y a eu cette initiative-là, si tu veux, qui était une initiative américaine à l'origine. Et à partir du moment où on a vu ça, surtout étant un partenaire privilégié de Paizo, notre réaction à ce moment-là, ça a été plutôt... ça n'était pas forcément de raisonner à l'échelle française, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres éditeurs français. On s'est posé la question quand même, on s'est dit est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on en parle avec Edge, avec Agathe, avec Arcane, etc. Même si on n'a pas le même rapport aux gammes et au système qui était en jeu. On s'est posé cette question-là, mais si tu veux, de suite, vu l'importance de l'enjeu, clairement, cet enjeu, il se joue à l'échelle américaine. Et donc, on s'est plutôt mis dans le sillage de Kobold, de Paizo et de Green Ronin et des autres éditeurs qui en plus sont des éditeurs dont on porte les jeux. On s'est plutôt inscrit là-dedans plutôt que d'avoir une réflexion franco-française ou européenne qui était une bonne prise d'initiative par d'autres acteurs qui l'ont fait. Mais c'est vrai que nous, ça a été ça à ce moment-là. Et puis c'était intéressant de voir que ce qui s'est passé a déclenché aux États-Unis un énorme raid, un rush sur les produits de Paizo. Si tu veux, qui était bienvenu. Clairement. Donc les bundles et tout qui étaient vendus, mais c'était impressionnant. Ils ont fait leur meilleur mois ever. Ils ont vendu en peu de temps une grosse partie de leur stock de mais c'est vrai que du coup, pour rejoindre ce que tu dis, parce que j'avais été sur le Discord d'Agathe pour écouter un petit peu ce qu'il racontait, en mode, et c'était Nel qui parlait, et il était aussi en mode panique, clairement. C'était, il sentait que c'est bon, le studio il ferme, merci, au revoir, dégoûté. Alors locomotive, je comprends que ça a dû être vraiment waouh. Dans ce cas-là, moi, je sais que dans les situations un peu de crise comme ça, c'est jamais évident, mais la première chose à faire, c'est tu respires un grand coup, tu gardes ton calme, tu paniques pas parce que ça sert à rien. Tu vas te faire perdre tes moyens, tu prends pas de décision, dans la chaleur de l'instant, tu vois. Mais par contre, il faut vite en prendre la mesure. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'assez vite, on a essayé de communiquer en établissant notre position, notamment avec cette histoire de l'orque. Et puis finalement, mais après honnêtement, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire, ça part très haut, puis finalement ça redescend, et ça se finit bien avec une espèce d'union sacrée de tout le monde autour du sujet. Bien sûr. Mais évidemment, on est méfiant, mais là concrètement, sur ce qui concerne la 5E, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passera à l'avenir sur une éventuelle 6e édition limite
peu importe. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en termes de confiance et ils ont perdu. Tout le monde réfléchira à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Et je pense que de toute façon, nous, notre position pour l'avenir, c'est qu'on se prendra plus sur l'OGL de toute manière. Mais on n'a pas forcément besoin de le faire parce qu'en réalité, sur Chroniques oubliées en particulier, je veux dire, elle a déjà pris quand même. je reviens sur Chroniques oubliées, notamment Chroniques oubliées galactiques. C'est beau. La transition, c'est toute ma vie. C'était ma question, donc Mais je vais au-delà de tes attentes, Fred. Mais voilà, si tu veux, l'idée c'est que. Je vais vous laisser si vous voulez. Non, reste. On est bien tous les 3. Et sur Chroniques oubliées galactiques, par exemple, on s'éloigne déjà pas mal de l'OGL de base historique. On l'a fait déjà sur Cthulhu. Oui, déjà sur Contemporain et Cthulhu. Donc finalement, c'est ce qu'on avait cette discussion avec Rin Ronin, donc les mecs l'éditeur qui fait The Expanse et Mutants and Masterminds concernés par l'OGL pour le coup, qui était de dire en fait des fois tu mets l'OGL aussi parce que initialement ton projet il vient de ça et que finalement c'était aussi un peu un faire-valoir et on va dire une espèce de seal of authenticity, marque de fabrique. Bon. Et puis t'as 5E mine de rien pour vendre. Et que l'OGL, il n'y avait même pas forcément la réflexion derrière. L'OGL, c'est sur ces produits-là. Mais finalement, est-ce qu'on est obligé de le mettre et quels sont les termes qui sont concernés, etc. Donc nous, la direction qu'on va prendre, c'est que de toute façon, les futurs produits Black Book, notamment Chroniques oubliées, vont plus forcément faire référence à l'OGL parce que, avec ce qui s'est passé aussi, malheureusement, cette marque-là, cette notoriété-là de l'OGL qui auparavant était un terme plutôt connoté positivement, aujourd'hui c'est quelque chose qui est vu avec méfiance. Merde quoi, en fait c'est con. Donc on va faire ça. Et on va faire en sorte que donc, dans Chroniques oubliées galactiques, la prochaine, puis dans de futurs produits Chroniques oubliées sur lesquels on travaille aussi. L'Atlas par exemple je crois. Notamment, mais pas que. On travaille sur l'Atlas. Ça c'est... on travaille sur l'Atlas, on travaille sur d'autres choses sur Chroniques oubliées Fantasy. Et il y aura des belles annonces sur Chroniques oubliées Fantasy en 2023. D'accord. Et alors moi je reviens sur Galactique. Donc du coup, en fait en expliquant tout ce qui s'est passé sur l'OGL, après je te relaisse la main. Vas-y, fais-toi plaisir. Sur Galactique du coup, c'est ce qui explique que ça a pris un petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Oui. J'ai mis les forces d'abord pour sortir le gros et compagnie. Oui, on a mis, c'est la même chose sur Deadlands, si tu veux, Deadlands qui devait arriver déjà depuis un moment, on est un peu à la bourre. Donc là on est en train de finir le boulot sur Chroniques oubliées galactiques. Normalement tous les PDF qui restent, on a mis le PDF du livre principal à dispo en décembre. Il est très bon. Il est chouette, franchement je suis en pleine lecture. C'est vraiment, et je trouve que le parti pris de faire trois époques avec 3 styles de jeu différents est vraiment bien pensé. On a mis ce PDF là à disposition en décembre, les autres vont arriver courant mars. Et dès qu'on a tous les PDF de prêt, on lance les préco bundles, donc les préco classiques. Et ensuite, non, moins que ça. On va livrer mai-juin, ce sera quelque chose comme ça. Ah oui. Voilà, donc on aura un trimestre, on a finalement un trimestre de retard par rapport à ce qu'on avait annoncé à peu près. Ça va. Par rapport à tout ce qui s'est passé, ça va quoi. Oui. Donc, je pense que de toute façon on aura l'occasion d'en discuter avec toi et Thomas quand ça sortira. Avec plaisir. Comme je disais, moi je suis un fanboy de tout ce qui est SF. Avec grand plaisir. C'est terrible. Comment Mon cher ami. On parlait de 5E et il y a 2 produits 5E qui vont bientôt arriver. Il y en a un qui arrive là, on est même dedans. C'est Kingmaker, donc qui sera en Pathfinder 2 et en 5E. Alors à l'heure où cette vidéo est diffusée, je ne sais pas à combien on est monté sur la campagne Kingmaker, mais effectivement Kingmaker à l'origine c'est une campagne Pathfinder, première édition, rééditée en version 10e anniversaire pour la seconde édition de Pathfinder, avec un supplément qui l'accompagne et qui permet de convertir tout ça en 5E et donc de jouer avec n'importe quel système 5E de Black Book ou d'un autre éditeur ou Roll and Play ou autre. Donc ça c'est effectivement en financement maintenant et ça arrivera par contre probablement début 2024. D'accord. Ouais. C'est pas pour de suite, mais on a l'Ascension des Draws et vers le Ragnarok qui sont 2 grosses campagnes et settings 5E qui eux arrivent d'ici l'été et qui vont être jouables la même chose avec des systèmes 5E ou Roll and Play. Et du coup, il y a un autre petit projet, pas du tout massif, quelque chose. Mais vraiment une paille. Ptolus. On aime bien les grandes villes iconiques, emblématiques du jeu de rôle. Oui. Et du coup, ça va être la traduction de tout ce qui est sorti sur Ptolus. Enfin, c'est un truc qui est... Pas tout à fait. C'est-à-dire, oui, ça va être tout, mais pas dans tous les systèmes.
Ptolus, c'est un projet, donc, juste pour remettre ça dans le contexte, en gros, Ptolus, à l'origine, c'est le setting personnel de Montecook, donc, le grand designer devant l'éternel de Donjons et Dragons, 3e édition à l'époque, qui joue là-dedans, qui fait un univers avec une grande cohérence entre la ville, les différentes factions, les différents quartiers, la progression des personnages aussi. Donc c'est sa campagne à lui qui l'a mise finalement dans un énorme recueil, un énorme bouquin, et qui publie à la fois en version 5e et en version Cypher System, qui est le système propriétaire de Montecook Games, qui motorise notamment des jeux comme Numenera ou The Strange. Et donc d'ailleurs il y a une nouvelle édition sur BackerKit à l'heure actuelle, et qui a très bien marché, le Cypher System. Très honnêtement, le Cypher, ce qu'on en remarque nous, c'est que c'est un système qui est apprécié, c'est un succès critique, un succès de la critique, qui est apprécié par les connaisseurs et par les rôlistes qui trouvent, voilà, c'est élégant, c'est fin, mais c'est pas non plus un énorme succès commercial. Donc là, nous, le parti pris qui est le nôtre, c'est, vu le nombre la quantité de projets qu'on a, c'est de se dire on va se concentrer sur la 5e, et la partie Cypher, on va pas la traiter. D'accord. Donc ce sera Ptolus en français, ce sera uniquement en 5e édition, et donc pas en Cypher. Et plus généralement, pour nous, si tu veux, c'est une réflexion sur... on est à un point un peu d'équilibre, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de gammes. On a atteint une certaine taille, Black Book Edition. Qu'est-ce qu'on fait? On entend les retours qui nous sont faits. C'est est-ce qu'on va dans une direction où on continue à faire plus de gammes, plus de projets, parce qu'on nous dit ouais, est-ce que vous allez faire ça, est-ce que vous allez faire ça, on a tellement envie que vous fassiez tel jeu. Et on a envie aussi, on a envie de tout faire. C'est ce qu'il y a tous les éditeurs, j'allais dire en fait. Ouais, c'est ça. Et puis tu te dis ouais, mais si on le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire, peut-être, ça serait... Non, t'as envie de tout faire. Mais d'un autre côté, derrière, il faut aussi que tu assures le suivi de tes gammes. Bah, c'est ça. Et donc la question, c'est est-ce qu'on se concentre sur moins de gammes, ou en tout cas sur les gammes qu'on a, et on approfondit le suivi. Est-ce qu'on continue à faire des nouveaux jeux, à suivre des nouveaux trucs, mais derrière, on va pas sortir après un autre supplément pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et les gens vont nous le réclamer. Donc évidemment, la réponse, elle est quelque part entre les deux. Mais voilà, c'est aussi à notre niveau de croissance et dans l'état actuel du marché également, il faut aussi qu'on sache faire des choix. Ouais. Puis l'avantage de Ptolus, c'est que c'est du one shot et qu'une fois que c'est sorti, t'as pas de gamme derrière. Et par contre, ne serait-ce que Ptolus, ça va être le livre principal qui est massif. Et il y a aussi d'autres bouquins autour. Donc, il y a un guide du joueur, je crois. Je veux pas te dire de bêtises parce que là, je suis vraiment la tête dans Kingmaker et un peu dans Fading Suns qui arrive derrière. Mais Ptolus, c'est 4 ou 5 bouquins, il me semble. Même pas. Je crois que c'était plus de 2000 pages à l'époque. T'as le gros bouquin, t'as la grosse carte. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi un écran et le guide du joueur. Ouais, c'est le Player's Guide de Ptolus. Ouais. Je crois que c'est ça. Il y est. Et moi, ce que j'ai vu en commençant à feuilleter tout ça, parce que c'est pas du tout, c'est quelque chose que j'avais pas pratiqué par le passé, et les retours que j'ai eu là-dessus, c'est vraiment la cohérence entre règles, background, la cohérence d'ensemble et la clarté dans laquelle c'est présenté. C'est une cathédrale, le bouquin, c'est énorme. Et du coup, tu parlais de Fading Suns. Oh là 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 là, transition, fabuleux. Oh. Ah bah dis donc Fading Suns, la 3e version, je crois. 4e. Et donc c'est la version, c'est quoi, c'est Ulysse Spiel? C'est la version qui est aujourd'hui est éditée en anglais et en allemand par Ulysse Spiel. Donc notre partenaire aussi, avec qui on fait l'œil noir et qui on fait Torg Eternity. Qui est aussi un des éditeurs qui fait beaucoup de ses financements sur le Game & Tabletop. Et donc on fait Fading Suns, qui est un jeu que moi j'avais découvert à l'époque, je sais plus, peut-être l'édition de Multisim fin des années 90, début des années 2000, et j'avais adoré cet univers SF mais médiéval, féodal en fait. Space féodal. Space féodal quoi. Et le côté intrigue de cour, le côté un peu décadent aussi, tu sens l'impérium qui commence à se déliter. Ça rappelait un côté fondation pour l'Empire qui s'écroule et les guerriers du silence de bordage. Et moi ça me fait penser aussi peut-être dans une moindre... T'as les jump gates dans Fading Suns qui me font penser moi au portail Distrance dans une série de SF que j'avais adoré, c'était les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons. C'est le côté sur le Reds là, qui est ce réseau, cet empire réseau où tu passes d'un monde à l'autre et ce côté voilà, tu vas pouvoir jouer vraiment des intrigues féodales limite fantasy, et puis d'un autre côté tu as des blasters,
les vaisseaux spatiaux et puis quelque chose de spatial avec un côté un peu mélancolique voilà, on sait que tout est en train de se déliter, l'Imperium, la Pax impériale est en train de partir en barigoule. Et puis tu peux jouer Vorox, What Else. Très bien. Et un petit point sur les gammes qui ne seront plus trouvables en boutique, mais alors peut-être un petit historique, une petite une bulle. Une petite bulle explicative pour ça. Ce qu'on a remarqué, c'est que, encore une fois, on a beaucoup de gammes et certaines de ces gammes fonctionnent à la fois en financement participatif et dans le réseau commercial classique. C'est le cas de Chroniques oubliées Fantasy, de Pathfinder, de Shadowrun, de plusieurs autres gammes, la majorité. Mais d'autres gammes fonctionnent en précommande participative, ont en général, c'est rare que ça marche pas, mais en général une bonne implantation, donc un bon démarrage dans le réseau de distribution classique, les boutiques. Mais pour plusieurs d'entre elles, après quelques mois d'exploitation, concrètement, elles sont, commercialement parlant, elles ne vivent plus. C'est-à-dire que notre distributeur a des stocks, on a imprimé en conséquence, et derrière, les boutiques n'en commandent plus ou très peu. Ou alors il y a quelques boutiques qui en commandent. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a des stocks qui dorment et qu'on se rend compte que sur telle gamme, en fait, si on a un an de recul sur ce qu'on vend, on sait qu'on va mettre 10 ans à écouler notre stock. Et on ne peut pas en fait fonctionner comme ça, avec un stock dormant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, quelles sont les gammes sur lesquelles on va arrêter la distribution, on va vendre ça exclusivement via le Black Book Shop, une boutique en ligne. Pour autant, on n'a pas envie de pénaliser les boutiques, et donc on se dit que, déjà, sauf cas exceptionnel, c'est pas des gammes qu'on souhaite arrêter. C'est pas parce qu'on arrête la distribution dans le réseau commercial classique qu'on arrête la gamme elle-même. On se rend compte qu'en fait on a fait trop de tirages, donc c'est pour ça qu'on a fait on arrête la commercialisation, on sort ces produits du réseau de distribution classique, et à partir du moment où ils sont plus commercialisés, on peut aussi faire ce qu'on veut sur les prix. C'est pour ça qu'on a fait des baisses de prix à moins 50% sur 13 gammes sur lesquelles on a mis un coup de projecteur pendant les soldes en début d'année, mais qui en réalité sont toujours valables. C'est-à-dire que ces produits-là sont toujours disponibles à ce prix-là parce qu'on a de tels stocks que donc de dire qu'on est content de brader notre stock, non, on aurait préféré le vendre un peu plus cher, mais finalement ça compense un peu aussi le fait qu'on a dû monter les prix par ailleurs vu le contexte. Donc on se dit quelque part les gens vont s'y retrouver aussi. Et puis on envoie un autre message qui est, c'est pas parce que ces gammes sont en arrêt de commercialisation ou en baisse de prix qu'elles vont pas vivre. La preuve, l'Ombre du Seigneur Démon, on fait une préco participative en janvier qui a vachement bien marché. Au-delà de nos espérances. Torg c'est encore distribué, mais c'est vrai que c'est une gamme qui est un peu dans la même logique. L'œil noir, même chose, on va avoir une actualité sur l'œil noir en 2023, on est en train de bosser sur plusieurs suppléments qui vont arriver. On va livrer Magie Aventurienne qui arrive normalement à l'heure où cette vidéo est diffusée. Normalement on a reçu Magie Aventurienne et on a commencé les expéditions. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il y a The Expanse aussi. The Expanse également. Ouais. Et tu vois, typiquement, The Expanse, le mois dernier, on lance la préco pour les vaisseaux, Ships of the Expanse, les vaisseaux. Et en avril, en fait, dès qu'on aura livré les vaisseaux, donc avril ou mai probablement, on lance la préco bundle pour le prochain supplément qui est Beyond the Ring. Donc si tu veux, voilà, c'est bien la preuve qu'on assure des suivis, même sur ces gammes-là qui sont plus distribuées et qui sont en baisse de prix, que les gens les adoptent. Et puis, voilà. Baisse de prix, ça permet aussi de relancer la gamme et d'avoir de nouvelles personnes qui découvrent le jeu. Également. Donc après, c'est à manipuler avec précaution, parce qu'évidemment, si tu as des gens qui débarquent, qui nous soutiennent à la première heure, qui payent les bouquins plein pot, ou en tout cas plus que moins 50, si tu veux. Mais ce qu'on explique, c'est on a fait une erreur, on a eu les yeux plus gros que le ventre sur le tirage, parce qu'on se sert du succès d'une précommande participative pour estimer à combien on doit tirer les produits. Et c'est pas évident de jauger, si tu veux, parce que parfois, tu as épuisé tout ton potentiel de masse sur la précommande participative, et donc ton tirage il doit être de ce qu'on a fait sur la préco plus quelque chose qui n'est pas énorme. Parfois tu te dis je vais faire un x2 sur 4 typiquement. Quand on fait 1900 backers sur le projet en décembre 2021, on se dit ok, là on va pas en vendre 10 fois ça par la suite. En réalité ça a continué à vachement bien se vendre, et en préco, et chez nous,
Et une fois que ça sort en boutique, et en septembre ça se vend bien, et en octobre, et en novembre, et en décembre, et on se dit bon bah c'est parce qu'il y a des fêtes, et en janvier ça se vend bien, et on va regarder les chiffres de février, et en fait ça continue. Donc c'est difficile de savoir à combien tu dois tirer un truc. Tu es toujours un peu au doigt mouillé malheureusement. Voilà, et donc parfois tu te retrouves à te dire bah non là j'ai du stock pour 10 ans, donc je vais... il faut que je fasse en sorte que ça sorte, et ben, je vais faire des prix un peu plus intéressants. Alors en parlant de calme, moi aussi je peux faire des transitions. Vas-y, fais du calme. Vous voyez qu'ici nous sommes donc dans l'espace presse, cosy, du Fiche à Cannes. On a décidé de faire quelque chose de design, de blanc, c'est très épuré, on est comme ça. Et donc du coup je vais arriver à la petite question, mais pourquoi donc Black Book n'a pas le stand de cette année? Pourquoi on n'a pas de stand à Cannes? Évidemment. Quelle question? Alors la première chose c'est qu'on aurait évidemment préféré être à Cannes comme chaque année, qui est un moment où c'est vraiment le gros événement de l'année où on est présent en général, on descend Julien, où es-tu Julien? Julien, t'inquiète, il bosse, il se repose un peu et il travaille là. Et il est en train de bosser, Julien. On a dit qu'on n'en parlait pas de la cave. Un paquet de trucs. La cave, on n'en parle pas, d'accord. C'est un grand moment, si tu veux, on se retrouve. C'est une occasion aussi pour l'équipe, parce qu'on est nombreux chez Black Book à être à distance également, entre l'équipe créative, l'équipe d'édition, le reste de l'équipe qui est à Lyon, etc. Donc c'est un moment où on se retrouve, on fait des démos, on a la team de Roll & Play ces dernières années qui était là aussi, où on rencontre le public. Enfin, c'est un moment. Le live de Roll & Play aussi. Ouais, excellent. C'est vrai. C'est un moment de cohésion d'équipe évidemment et de rencontre du public, et on aime être là. Maintenant, il y a deux choses qui nous ont incités à ne pas venir en tant qu'exposants cette année. La première, c'est qu'il y a eu un changement de formule du festival à destination du public. Oui. Historiquement, le festival est ouvert au public et gratuit, entrée libre. Tout à fait. Là, c'était pas le cas. C'est la première fois. C'est la première fois donc, que le festival devient payant avec un ticket d'entrée. Ce qui se défend. Première chose. Deuxième chose, il y a une redistribution assez drastique des espaces qui fait que là où les éditeurs de jeux de rôle étaient au départ, je ne sais pas si vous avez la possibilité peut-être dans la vidéo de mettre un insert avec le plan du festival, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en gros, pour se donner une idée, au départ, historiquement, tu es le public, tu arrives dans l'entrée, le grand escalier, et tu descends ce grand escalier, on est de suite à droite, et on est du coup immédiatement disponible, visible et dans le prolongement des jeux de société au même endroit, et pour une fois c'est hyper important pour nous, tu n'es pas relégué, ou en tout cas distingué des jeux de société classiques, et donc tu touches un public de casual gamers, de gens qui sont un public familial, un public qui n'est pas composé uniquement d'experts et de core gamers, qui est un public que par ailleurs on arrive qu'on touche naturellement nous d'autres manières, qu'on voit Octobone à Lyon, c'est très différent ici. Moi j'étais venu en 2020, avant l'apocalypse Covid, et effectivement tout de suite à droite tu voyais tous les publics qui venaient, qui passaient devant les stands de jeux de rôle. Et nous, notre objectif c'est de faire jouer à Tales of Equestria, à Chroniques oubliées Fantasy, à d'autres jeux, ce public-là. Donc d'une part ça devient payant, donc forcément tu limites la fréquentation. D'autre part, tu déplaces le pôle jeu de rôle, le pôle jeu expert, Wargames, en le mettant dans un endroit qui est splendide. Franchement, c'est la rotonde qui surplombe qui est tout au fond, tout au bout, qui surplombe le port. Donc tu as des yachts d'un côté, la baie de l'autre, c'est lumineux, c'est vaste. Tu vois, je fais la promo du festival sans y être, mais c'est vrai que c'est très sympa. Et j'espère vraiment que finalement ça a marché. Donc là, à l'heure qu'il est, j'ai pas pu vérifier ça, mais j'espère que ça a marché pour tous les éditeurs qui s'y trouvent. Et nous, on s'est dit, merde, c'est vrai que c'est loin. C'est loin. Les gens vont pas forcément y aller comme ça, c'est tout au bout. Donc soit tu sais, soit tu viens pour le jeu. Après l'espace enfant. Donc soit tu viens pour le jeu de rôle, et à ce moment-là tu vas nous trouver parce que tu viens pour ça. Mais à la limite, on a déjà l'occasion de se parler et de se voir ailleurs. Soit il y a peu de chances pour que tu y ailles. Donc peut-être que si tu vas en tout état de cause entre le prix du stand qui est cher, et nous on est là avec une grosse surface si tu veux chaque année. C'est nous qui payons notre stand évidemment entièrement. On n'est pas rattaché à un autre gros acteur du jeu en France avec qui on peut avoir des accords qui font que venir avec nous, ça implique qu'on vienne aussi pour vendre, donc qu'on puisse faire de la vente, donc qu'on puisse ramener des stocks. Donc un enjeu logistique important, qu'on puisse faire venir une grande partie de l'équipe aussi. Et donc des coûts d'organisation
pour la présence de Black Book à Cannes, c'est très élevé. D'où le fait qu'on ait vu, parce qu'il n'y a pas que Black Book qui est absent aussi. Hein. Ouais. Alors je mets des guillemets, les gros acteurs du jeu de rôle français. On signale aussi que Agathe n'a pas le stand non plus. Et Chaos Project, pareil. Ils sont présents à l'espace BlackRock, hein, mais ils n'ont pas leur stand non plus. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Et pour nous, avec Merlin, on est arrivé ce matin, on connaît pas Cannes, on n'a jamais fait l'officiel, c'est la première fois pour nous. On est arrivé, on a cherché le pôle, on s'est dit mais où est-ce que c'est, et quand tu connais pas, oui, voilà. Bah, tu te perds et il a fallu qu'on demande, qu'on dise je crois que c'est par là, et t'arrives là-bas, t'arrives dans un espace enfant. C'est pas évident. C'est où? C'est très beau au-dessus. Mais c'est vrai que mais le lieu est magnifique. Encore une fois, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de mettre le plan du festival, mais l'espace de base, il a une espèce de forme un peu semi-triangulaire, semi-conique. Enfin, c'est pas du tout évident de s'y retrouver. Et donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on s'est dit, ok, déjà les gens vont être moins nombreux probablement. Peut-être qu'on se trompe, hein, mais tant mieux si on se trompe. Je vous mettrai le plan du festival à la place de ma tête. Les gens seront moins nombreux. Ils vont avoir plus de mal à nous trouver. Est-ce que ça vaut l'investissement ? On est dans une situation aussi où ça nous coûte cher. Est-ce qu'on veut le faire cette année ? Et donc en réalité, avec beaucoup de couardises, on s'est dit, vous savez quoi ? Cette année, on vient en observateur. Et donc on est descendu en petit comité. On en profite pour rencontrer tout le monde, prendre le pouls du milieu, vous voir avec grand plaisir. Et quand même échanger avec les confrères, mais voir aussi comment ça se passe. Ravi, si on s'est trompé cette année, on sera ravi de revenir l'an prochain c'est tout le mal en force, souhaite, et voilà, c'est tout ce qu'on souhaite, franchement. Ouais. Ça marche. Voilà. Écoute, pour moi, j'ai fait le tour des questions, sauf si tu en as encore. Ouais, moi j'ai une dernière question parce que c'est un petit peu ma gamme de cœur. Wurm, Ouais. il va y avoir des actus en 2023 ? Oui, il va y avoir des actus en 2023. On bosse avec Manu Roudier sur la suite. Tiens d'ailleurs, non, c'est Il est dommage. dans la même cave que Julien, il travaille. Ah aussi. oui, il a Alors, bien raison. Tu sais où il est, Manu Roudier. D'ailleurs, vous pourrez aller voir. En fait, Au musée oui, l'expo du Palais exactement. Olympique, tout à fait. C'est pas Arles ou... Non, C'est pas Arles. Il est à. Olivier, je sais plus quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il est à ce samedi, demain, enfin à l'heure où on enregistre cette vidéo, on est vendredi, et demain soir, Samedi et il dimanche. fait un actual play dans un musée de la préhistoire qui va être diffusé sur YouTube. Et donc c'est trop bien. Et on est en train de bosser avec Manu sur la suite de Wurm, qui sont des... Je ne vais pas spoiler, mais c'est pas tout à fait des campagnes, mais en tout cas ça sera des propositions, du matériel pour jouer de manière un peu différente à Wurm. Voilà, donc on a deux produits en particulier, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, probablement deux bouquins, mais peut-être un petit peu différent. Et ça, ce sera quelque chose qu'on va lancer en 2023. Ok, Voilà. très bien. Bon, personnellement, j'avais plein de questions sur Shadowrun, Ouais. mais je vais les garder sous le coude, parce que je pense qu'on se fera une petite émission spéciale Shadowrun. C'est une très bonne idée. En plus, on a une grosse actu à venir sur Shadowrun en début d'année. Romain, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, on va te cuisiner aussi. Voilà. Avec plaisir. Mais en tout Carrément. cas, merci à beaucoup. toi. Et Carrément. tout le plaisir est pour moi. Et merci à tous les spectateurs. Voilà. Merci Freud, à bientôt. Merci Fred, à bientôt. Oh, oh.